Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous de la saga Comme on évolue, une série de rencontres du Club de la Com pour donner la parole aux professionnels de la communication et du marketing qui sont les grands témoins et acteurs de l'évolution de nos métiers. Alors, je me présente, je suis Élodie Hérisson, je co-anime la commission comme responsable du Club de la Com qui est à l'origine de cet événement. Et je peux vous dire que pour une fois, finalement, je suis bien contente que nous soyons en visio. Alors tout d'abord, bien sûr, parce que ça nous permet d'avoir un super plateau ce matin. Une rencontre physique, à mon avis, aurait été beaucoup plus compliquée à mettre en place, tant les agendas de nos invités sont chargés. Et puis aussi un petit peu, parce que je vous l'avoue, vous êtes quand même déjà à cette heure-ci plus de 80 à vous être connectés. Il y a plus de 200 personnes qui sont inscrites à l'événement. Donc finalement, organiser ça tranquillement en pantoufle chez moi, ça a du bon aussi. Bon, blague à part, avant de commencer, je voulais vous faire un rapide retour sur les réponses au questionnaire que nous vous avions envoyé lors de l'inscription et auquel vous avez été un peu plus de 60 à avoir répondu. Alors voici ce qu'il en ressort. Bien sûr, vous avez des profils variés, mais principalement, donc, vous êtes des consultants en communication ou des chargés de com. Beaucoup sont des chargés de mission, certification, RSE, DD, transition et innovation. On a aussi des DA, des UX designers, des planners strat, des graphistes et des étudiants. Alors, bienvenue à vous. Vous venez de domaines très différents, agences de com, communication publique, banque, assurance, agriculture, logement social, transport, aéronautique, spatial, télécom, industrie, enseignement supérieur, tourisme, coopération internationale, etc. etc. Mais vous êtes tous venus chercher des réponses bien précises. Alors parfois, une découverte de ce qu'est la com responsable. Pour beaucoup, les moyens d'axer votre activité professionnelle sur les enjeux du développement durable, voire d'entamer une réelle démarche RSE au sein de votre entreprise, de votre structure. Et pour certains, l'envie de se perfectionner dans des domaines bien particuliers. Certains ont cité le marketing, la publicité. Mais tous, vous évoquez la recherche de bonnes pratiques et de solutions concrètes. Alors, on peut peut-être mettre la diapo suivante. Désolée, je n'ai pas réussi à faire le partage d'écran. Alors voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos trois invités. Je peux vous dire que c'est un vrai plaisir pour nous de les accueillir ce matin. Je vous les présente. Donc, il y a, dans l'ordre dans lequel ils vont prendre la parole, Thierry Libert, qui est conseiller au Comité économique et social européen, professeur des universités, expert en communication des organisations. On écoutera ensuite Valérie Martin, chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME. Et enfin, Mathieu Janik, consultant chercheur en communication responsable, également animateur du blog circom.fr. Alors, soyez les bienvenus avec nous pour ces 45 minutes de live. Et je donne tout de suite la parole à Thierry. Bien, merci Élodie et merci au Club de la Com pour son invitation. On peut dire que le sujet de la communication responsable que vous avez choisi est vraiment le sujet du moment, parce qu'on s'aperçoit que ça explose de partout, vraiment. Alors, la question vraiment fondamentale, c'est est-ce que c'est un questionnement qui peut faire l'objet d'une mode passagère? Est-ce qu'on est sur des choses qui sont un peu structurelles et derrière ça, comment nous, communicants, on doit un peu se préparer par rapport à ce thème-là. Ce que je voudrais dire au début, c'est que dans le questionnement, pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser à la communication responsable, peut-être la première réponse, c'est de penser que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que c'est une obligation. Et c'est enfin une contrainte qui va s'imposer de plus en plus à la fonction communication, ne serait-ce que d'un point de vue purement réglementaire. Quand on regarde l'ensemble des... Alors moi, je travaille essentiellement à Bruxelles, mais quand je vois tout ce qui se passe à la Commission européenne, dans mon comité économique social européen, au Parlement européen, sans parler du cas français, tout ce qui est directive, réglementation, etc., sur des sujets qui touchent complètement la fonction communication dans son enjeu de transition écologique, ça fuse de partout. Là, on est en train de réfléchir à l'extension du devoir de vigilance à l'échelle européenne. Donc, ça existe déjà en France, ça existe aux Pays-Bas, il y a un projet en Espagne, mais l'idée, c'est le devoir de vigilance à l'échelle européenne.
Il y a le travail sur le reporting, les nouvelles normes en matière de reporting. Il y a le travail sur le rating extra-financier, plus tous les travaux sur l'encadrement de la communication, l'affichage environnemental. Donc tout ça, clairement, c'est en plein dans les enjeux du communicant. La deuxième raison, c'est peut-être le sentiment que, en fait, dans le domaine de la communication, on avait un peu tout essayé, quoi. Et si on regarde l'enjeu de la transition écologique, en fait, on avait essayé de s'attaquer à ce sujet-là pour essayer d'améliorer les choses, notamment par rapport à l'impératif climatique, sur des enjeux de réforme économique, de nouveaux modèles, d'économie davantage circulaire. On avait essayé sur la technologie, des innovations, les biosciences, les technosciences, les géosciences. On a essayé la finance durable, l'investissement socialement responsable, et puis en fait, on s'aperçoit que ça avance relativement peu et qu'il faut peut-être prendre en compte justement un aspect important, c'est les notions d'imaginaire, de ce qui est dans nos têtes, et c'est là où la communication elle a un rôle fondamental. Il y a aussi lié à ça, mais à mon sens, tout se reboucle en permanence. C'est aussi le sentiment que le communicant est de plus en plus reconnu. C'est-à-dire que dans les tendances de long terme, et peut-être vous pouvez en témoigner ensuite, la communication est de plus en plus prise au sérieux. Pour les plus anciens d'entre nous, quand on avait démarré le métier de communication il y a plusieurs années, en fait, on était vraiment dans une activité assez instrumentale. Quand on demandait aux communicants de bien faire un certain nombre de choses, il fallait bien faire une plaquette, il fallait bien faire un stand, il fallait bien réussir un événement, etc. Là, on est dans une fonction qui a changé, qui est plus reconnue, qui s'est énormément professionnalisée, et donc on attend également plus, à mon sens, du communicant. Plus, alors là, on est dans le court moyen terme, c'est tout ce que la slide montre un peu, c'est-à-dire la focalisation sur un des aspects de la communication qui est l'enjeu de la publicité, parce que c'est le plus visible. Et là, vous voyez un certain nombre de sujets. Donc ça a vraiment démarré 2016 avec un premier rapport qui avait été fait par la fondation Nicolas Hulot, donc 2016. Le titre était déjà assez explicite, c'est la publicité est-elle compatible avec la transition écologique? Donc on voit qu'on est en plein sujet. Donc rapport écrit en 2016, publié en 2017, et puis l'an dernier, une floraison de rapports en tout genre. Donc un rapport que j'ai remis avec un collègue qui travaille à la Cour des comptes, Géraud Guibert, à la demande du gouvernement, donc publicité et transition écologique. Beaucoup de rapports très critiques, vraiment mettant l'accent sur le rôle de la publicité dans cet imaginaire du bonheur par la consommation qui empêcherait d'atteindre une nécessaire sobriété. Donc on voit vraiment que là on est dans un sentiment d'adversité totale de la publicité. Donc le rapport Bicorpo, qui est un gros document, enfin qui fait plus de 250 pages, même s'il y a une synthèse qui en fait une vingtaine, qui est à mon sens très bien fait, parce qu'il est argumenté, il est extrêmement bien sûr critique, mais en tout cas il est à prendre au sérieux, il est à lire. Rapport pour une loi E20 sur le climat fait par un collectif d'ONG environnementales, et puis bien sûr la profession qui cherche à répondre. Le Conseil de l'éthique publicitaire, qui est une des trois instances de l'ARPP, Autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui dit « Ok, on est bien d'accord pour réfléchir au rôle de la publicité, mais ne faites pas de nous le bouc émissaire de tous les dysfonctionnements. Il y a autre chose qui peut façonner l'imaginaire, il y a les séries télé, il y a le cinéma hollywoodien. Enfin, si on veut avancer, ne soyons pas dans une approche de bouc émissaire de la pub. Des tribunes dans la presse. En fait, le point essentiel de tout ça, ce qui a vraiment fait l'événement, c'est la Convention citoyenne sur le climat. Et ça, c'est un événement, à mon sens, très marquant, parce que on prend 150 citoyens qui ne se connaissaient pas, qui sont tirés au sort, qui travaillent ensemble pendant 7 grands week-ends,
Et en fait, dès la deuxième session, c'est-à-dire dès le deuxième week-end, bah, les personnes se disent, mais si on veut réfléchir à notre lettre de mission, à bien l'accomplir, l'atteindre, c'est-à-dire comment bien lutter contre le dérèglement climatique, on est obligé de prendre en compte l'enjeu de la publicité. Et ils l'ont fait de manière assez critique parce que leur préconisation, qui est entrée en discussion à l'Assemblée nationale lundi dernier, lundi de la semaine précédente, est assez là aussi très critique parce qu'on est sur la base d'interdictions assez dures. Alors on verra, on verra par la suite, on ne va pas faire d'hypothèses sur ce qui sera réellement, mais en tout cas, dans les préconisations de la Convention citoyenne, on est vraiment sur l'interdiction de la publicité sur les produits les plus polluants. Il y en avait beaucoup. Et au final, on ne pourrait être que sur certaines interdictions un peu ciblées. La profession a réagi, à mon sens, de manière peut-être un peu désordonnée. Par des initiatives un peu cloisonnées. L'Union des marques, après avoir fait les 15 engagements d'un programme de communication responsable, vient de publier il y a 3 semaines un guide sur publicité et imaginaire qui est relativement bien fait, enfin, en tout cas qui a pris la question vraiment quelle sorte d'imaginaire la publicité véhicule et comment est-ce qu'on peut faire essayer d'améliorer les choses. Il y a la filière communication dans son ensemble qui a pris des engagements, à mon sens, un peu vagues encore. Il faudra voir comment ça peut se concrétiser. Plus d'autres, par exemple l'Union pour la publicité extérieure, donc tout ce qui est affichage public, a pris là aussi de nombreux engagements que je trouve un peu plus crédibles, simplement parce ils sont tracés sur une trajectoire avec un tableau de bord, des indicateurs, des échéances. Donc moi, ça me fait penser que c'est déjà peut-être un peu plus sérieux. Et puis bien d'autres, on ne va peut-être pas tous les citer. Bien sûr, l'ACC, après avoir fait un label pour les agences responsables, continue à travailler. Ils ont fait une sensibilisation que vous pouvez trouver d'ailleurs, elle est en accès libre sur le site de l'ACC. L'ADEME y a contribué fortement. Donc je vous conseille d'aller voir. Donc voilà, on est sur un domaine qui, à mon sens, a pris forme. On est sur quelque chose qui, je crois, n'entraînera pas de retour en arrière. Enfin, il y a là une vraie prise de conscience. On voit qu'après avoir été de manière très critique, très conflictuelle, ça commence à bouger un peu. Moi, je regrette encore que sur un sujet quand même aussi essentiel que le rôle de la communication responsable, il y a encore relativement peu d'états généraux réels au sens de autour de la table. Les publicitaires, les annonceurs, les associations de consommateurs, les ONG environnementales pourraient travailler et discuter ensemble, mais restons optimistes, je crois que ça viendra. En tout cas, ce qui est important pour le communicant, c'est de savoir qu'on est sur un phénomène qui est vraiment, je crois, un phénomène de long terme, qui va donc continuer à nous impacter pendant très longtemps. Donc maintenant, on va voir comment est-ce que de manière un peu plus concrète, on peut transformer ça dans nos pratiques. Merci Thierry pour ces notes d'optimisme et pour cette présentation donc, du contexte avec la rétrospective que vous proposez sur ces 4-5 dernières années pour expliquer la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, je donne maintenant la parole à Valérie et entre-temps, n'hésitez pas surtout à poser vos questions via le chat. On les fera remonter aux intervenants. Merci. Merci Elodie, bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour cette invitation. Peut-être pour faire suite à ce que vient de nous présenter Thierry, je trouve que ce serait intéressant de revenir sur les résultats d'une étude qui ont été publiés par eMedia Center, qui est la régie pub de Auchan, parce qu'on voit combien au cœur de toutes ces pratiques, il y a le citoyen, mais il y a surtout le consommateur, même si, soyons clairs, aujourd'hui, le citoyen ne veut pas être réduit à sa simple fonction de consommateur. Il n'empêche qu'il faut quand même étudier les choses. Et dans cette étude qui s'appelle Sustainable Brands, on apprend que 66% des Français déclarent avoir modifié leur consommation dans la dernière année pour être dans une consommation plus responsable, même si, en gros, la moitié de ceux-ci déclarent qu'ils ne sont pas prêts à payer
plus cher pour un produit responsable. Première chose qui me paraît assez intéressante. Deuxième point qui me paraît également intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'étude a montré que les marques avaient besoin de réinspirer confiance si elles ont envie d'être crédibles. Ça veut dire qu'il doit y avoir plus de transparence, il doit y avoir plus d'utilité et en gros plus de durabilité, entre guillemets. Un chiffre, hein, 89% pour 89% des Français, une marque est transparente quand elle met en avant l'origine de ses produits et leur traçabilité. Je trouve que c'est un chiffre qui est assez intéressant et cette question de l'origine des produits, de la traçabilité des produits, elle n'est pas neutre dans le discours qui nous occupe. Un autre chiffre clé que je trouve particulièrement intéressant dans le débat qui nous occupe, c'est que les Français regrettent d'être encore trop peu informés sur par les marques responsables, hein, ou en tout cas par les marques qui se veulent être responsables, et de manquer d'outils pour accéder facilement aux informations, pour se repérer et pour choisir les bons produits. Là, vous voyez, on commence à avoir des choses qui sont intéressantes et seuls, en effet, 33% trouvent facile de s'y repérer. Et tout ça doit être mis en perspective, et ça fait vraiment le lien avec ce que Thierry disait tout à l'heure, c'est que les consommateurs, au final, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que les entreprises, les marques, qu'elles s'engagent plus dans la transition, alors qu'on est à un moment charnière où, selon cette étude, on a seulement 32% de confiance dans les marques. C'est un chiffre qui est peu ou prou le même que celui que nous avions mis en avant dans l'étude Greenflex ADEME, le baromètre que nous suivons depuis une quinzaine d'années, où le chiffre était de 27%. On va sortir fin mai les résultats actualisés de ce baromètre et on reste dans cette même fourchette. C'est un peu une sorte de spoiler alerte. Dernier chiffre que je trouve intéressant par rapport à ce que disait Thierry également, c'est un chiffre justement qui est issu d'un travail mené par la Commission européenne et toutes les autorités nationales chargées de la protection des consommateurs, puisque dans ces travaux qui ont été publiés fin janvier, il y a plus de 40% des allégations écologiques qui vantent des produits qui sont supposés être verts qui, en fin de compte, ne sont que du greenwashing. Donc, on voit bien, on a une attente des consommateurs qui s'exprime, on a une confiance qui n'est pas encore au rendez-vous, loin de là, et on a des marques qui, sur leur site internet, mais également sur leur support publicitaire ou autres, font encore pas mal de greenwashing. On ne va pas reparler ici du bilan ADEME ARPP que l'on a sorti en septembre de l'année dernière, mais les résultats étaient loin d'être probants. Alors, on a besoin de renforcer l'information des consommateurs si on veut passer à une consommation plus responsable, parce que, soyons clairs, hein, le consommateur, il a le pouvoir de voter avec ses pieds et en choisissant des produits qui sont plus responsables, bah forcément, on aura disons, un changement en termes de consommation, mais également en termes de production. Et par rapport à ça, il nous paraît primordial de mettre en avant des informations environnementales qui sont obligatoires et éclairantes sur notamment les labels environnementaux. Je peux vous citer l'écolabel européen, l'affichage environnemental normé qui, à terme, devrait aussi, au terme de l'expérimentation, devrait également sortir de terre. L'indice de réparabilité qui vient d'être mis en place depuis le 1er janvier dernier pour sensibiliser les consommateurs à la réparation du produit qu'ils achètent dès son achat. Bref, il y a un véritable besoin et ce d'autant plus. Et ça, c'est les résultats d'une étude qu'on a publiée, je crois, au tout début d'année. Pour 4 Français sur 5, alors le critère environnemental est un critère d'achat. Certes, il n'arrive qu'en 4e position comme l'un des critères essentiels. Néanmoins, il est assez haut dans le top. Et puis, les Français sont pour 78% extrêmement attentifs aux labels qu'ils peuvent trouver. Mais ils disent, je suis complètement perdu, j'arrive pas à m'y retrouver, il y a trop de labels, etc. Et ça, c'est assez inquiétant. Donc, pour nous,
outre les guides que nous publions, on a entamé côté ADEME un travail avec les régies publicitaires de TF1, de Radio France et de France Télé pour les accompagner dans la réflexion qui consiste à mettre en place des espaces dédiés pour des publicités qui portent sur des produits à moindre impact environnemental et dont la sélection va s'opérer sur la base justement des labels que nous recommandons. Et à ce titre-là, ça nous permet, on pense qu'il y a un intérêt puisque ça permettrait à la fois de renforcer la connaissance et la promotion de ces produits à moindre impact environnemental et donc de pouvoir orienter le consommateur. Et puis, en contrepartie, en complément également, pardon, ces publicités, elles devront afficher de façon beaucoup plus lisible, visible, ces fameux labels, et donc ça permettra là aussi de les faire mieux connaître. Je trouve que cela montre qu'il y a un besoin de monter en compétence et qu'à ce titre, la publicité peut aussi accompagner la reconnaissance d'un certain nombre d'éléments et donc peut aller dans le sens d'une transition écologique. Mais tout ça, ça ne se fera que si les pros montent aussi en compétences, pardon, parce que c'est vrai que Thierry l'a bien dit, hein, les entreprises, les marques, elles ont bien compris l'urgence et la gravité des enjeux environnementaux et sociétaux, mais surtout aussi les risques qui peuvent en découler si elle n'agit pas. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la communication doit s'adapter à l'heure où on repense la mission même de l'entreprise. Et ce, d'autant plus que les professionnels et de la communication et du marketing, professionnels que nous sommes tous autour de la table, sont doublement acteurs avec deux axes. Ils peuvent à la fois réduire les impacts des actions de communication et d'autre part, c'est ce que je disais tout à l'heure, exploiter tout ce qui est la puissance des outils de communication pour accompagner la société dans le changement. Et donc, ça nécessite quoi? Eh ben, ça nécessite forcément un effort de formation parce que aujourd'hui, les marketeurs, les communicants, bah, ils sont encore trop peu informés, au courant de ces questionnements. Or, comment voulez-vous faire par exemple, des publicités qui sont plus responsables, entre guillemets, si en tant que professionnel du secteur, vous ignorez l'importance de ces enjeux. Donc, il y a vraiment un rôle il y a vraiment un rôle important à jouer et dans lequel il faut que l'ensemble des communicants et des marketeurs puissent s'engager. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait nous côté ADEME? Bon, eh bien, côté ADEME, on s'est dit, bah voilà, on a véritablement un rôle à jouer en matière d'augmentation, de montée en compétence de ces acteurs. Et donc, avec Thierry, avec Mathieu, nous avons coécrit le guide de la communication responsable qui est sorti en janvier 2020. C'est un opus qui suit celui de 2007 qui était dédié au guide de la communication, de l'éco-communication, puis de 2012 où on avait fait un guide sur l'anti-greenwashing. Et donc, dans ce guide, 12 ans après le guide de l'éco-communication, on s'est dit, franchement, le contexte a trop changé. On a besoin de faire mieux connaître les bonnes pratiques. D'ailleurs, ça fait partie de vos attentes et des innovations qui se développent, ainsi que les nouveaux outils. Et puis de faire un peu la chasse aux idées reçues, notamment sur tout ce qui concerne les outils de communication digitaux ou les questions de services numériques. Donc, ce guide, c'est un guide qui a bénéficié, outre le copilotage avec Mathieu et Thierry, de l'apport de plus d'une cinquantaine d'experts. C'est un guide qui va s'adresser à la fois aux communicants, mais aussi aux experts de la RSE, aux étudiants, aux enseignants. Pourquoi à la fois au monde de la communication et de la RSE? Parce qu'aujourd'hui, il faut absolument que dans l'entreprise, on mette en place une démarche qui permette de déciloter, qui soit quelque chose, une démarche véritablement transversale, de façon à ce que l'ensemble de ces principes mêmes de la communication responsable puisse irriguer l'ensemble des fonctions au sein de l'entreprise. Alors, ce guide,
va permettre donc d'accompagner les acteurs sur la voie de la transition écologique. C'est un guide ambitieux. D'ailleurs, c'est un véritable outil pédagogique, méthodologique. Pour ceux d'entre vous, c'est déjà un opus qui doit faire près de 200 pages. Il nous a pris pas mal de temps à faire avec Mathieu et Thierry. On a deux grandes parties. Une première partie qui est tournée vers les grands enjeux. On présente les problématiques, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, là aussi de mieux faire comprendre ce qui se passe. Et puis, dans la seconde partie du livre, c'est une boîte à outils qui est davantage tournée vers l'action et qui va aborder les différents aspects de la communication auxquels chacun d'entre nous est confronté. Voilà. Et au final, dans ce guide, il y a beaucoup de questions. On n'a pas des réponses clés en main, ça c'est une certitude, mais on propose des démarches, une logique de questionnement. Et puis, pour ceux d'entre vous qui veulent compléter ce guide, eh bien, il y a un site qui se veut être le hub de la communication responsable, communication-responsable.adem.fr, sur lequel vous retrouverez à la fois le cours en open source dont parlait Thierry tout à l'heure et que nous avons co-signé avec la HACC, mais également un ensemble de données et le lien vers ce fameux guide que nous vous invitons à vous procurer. Les deux fonctionnent ensemble parce qu'aujourd'hui, on a besoin de comprendre en permanence le monde qui nous entoure et puis innover, c'est faire preuve de créativité. Alors, on essaye de mettre toutes les petites informations intéressantes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Valérie. Alors, au fur et à mesure, soit Mathieu, soit Noélie mettaient dans le chat les liens vers les références que vous listiez. Donc, merci beaucoup. Et je donne maintenant la parole à Mathieu. Et entre-temps, il y a des questions qui ont commencé à être posées. On les posera à la toute fin. Donc, continuez à faire remonter vos questions pour qu'on les pose aux trois intervenants tout à l'heure. Merci. Mathieu, Janice, on vous écoute. Oui, merci Elodie, merci au monde du Club de la communication pour cette invitation et l'organisation de cette conférence. Je suis ravi d'être là à côté de Valérie et Thierry. Comme vous l'avez compris, je vais vous détailler les grands axes de la première partie du guide, donc sur cette grille de lecture des enjeux sociétaux et de la manière dont ils transforment la communication aujourd'hui, pour aboutir sur une définition de la communication responsable. Et nous verrons lors de la prochaine session, l'atelier interactif, concrètement avec des actions très, très pratiques, selon les besoins que vous pourrez exprimer. Donc les grands enjeux, voilà, cela a été dit, mais moi je vais le dire d'une autre manière. On a ce modèle linéaire qui est arrivé à bout de souffle. Vous le savez, cette extraction des matières premières, la transformation, la fabrication, la distribution des produits et des services, leur consommation et enfin leur mise au rebut. Voilà, ce modèle économique dominant repose sur la nécessité de consommer toujours plus, encourage le gaspillage, l'obsolescence programmée, abîme fortement l'écosystème terrestre. Et nous faisons face à de nombreuses crises environnementales, sanitaires et sociales. Et nous avons une prise de conscience progressive qui appelle de nouveaux comportements de production et de consommation et qui nous pousse à repenser ensemble l'individuel et le collectif pour concevoir et expérimenter des solutions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, face à ce modèle linéaire, on a bien sûr d'autres modèles qui se développent, et notamment l'économie circulaire, qui consiste à faire mieux avec moins. Elle concerne la production des biens et des services, mais aussi leur consommation. Basée sur le cycle de vie, cette approche privilégie le recyclage, la valorisation, la réintégration de composants ou de déchets dans de nouveaux produits ou en nouveaux cycles. Et cette vision cycle de vie peut s'appliquer et doit s'appliquer à nos actions de communication également. On a également l'économie de la fonctionnalité, qui promeut donc l'usage du produit plutôt que sa possession, et différentes démarches de lutte contre l'obsolescence programmée. Diapo suivante, merci. Valérie l'a souligné à travers différentes études récentes, on a des Français qui se déclarent de plus en plus sensibles aux enjeux du développement durable, et ça se traduit par une volonté, pas forcément encore de moins consommer, mais en tout cas de consommer différemment. Produits labellisés, locaux, de saison, de seconde main. Et pour répondre à ces attentes, les marques doivent développer une offre plus responsable. Et cela passe par l'innovation ainsi que par l'analyse de la réduction des impacts de fabrication, d'utilisation et de fin de vie de leurs produits et services. Et il est important que cette démarche soit profonde, sincère, pérenne et reposée sur la mobilisation des collaborateurs, des fournisseurs et des clients. C'est le marketing responsable, et vous verrez qu'en communication,
on ne peut pas aussi faire les choses seul en son coin, mais qu'on a besoin de faire bouger tout l'écosystème, à la fois en interne, en votre organisation, et l'ensemble de vos partenaires, voire de vos clients ou consommateurs. Un autre enjeu, évidemment, qui transforme profondément notre activité et la société, c'est la révolution numérique. Donc, avec le développement, la généralisation des outils numériques, la communication prend de plus en plus la forme de conversation. Chacun a accès aux données, les sources d'information se multiplient, on est face à une infobésité, les fake news se diffusent très largement. Toutefois, donc, d'un côté, le numérique, ces outils peuvent contribuer de manière significative à la transition écologique, par exemple en facilitant les services entre particuliers, mais leur fabrication, leur usage, les services dédiés, ainsi que le stockage des données, ont un impact croissant sur l'environnement et la société. Voilà, le numérique aujourd'hui, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, autant que l'aviation avant la crise de Covid. Et un autre enjeu associé à la révolution numérique, c'est la collecte et l'exploitation des données personnelles, en particulier dans le secteur de la publicité. Thierry l'a évoqué dans son introduction, autour de la publicité et de la communication, il y a un certain nombre de controverses qui ne datent pas d'hier, mais en tout cas qui ont pris une certaine résonance ces dernières années, avec toutes les incitations à la surconsommation que l'on peut observer. Vous avez l'exemple, par exemple, de cette compagnie aérienne qui proposait de partir plutôt 2 fois qu'une parce que les billets étaient vraiment très peu chers, ou alors ces offres de service de vous faire livrer en moins d'1 heure. Est-ce que vous avez réellement besoin d'être livré en si peu de temps? Il y a tout le débat autour du bonheur à travers la consommation, le renforcement de certains stéréotypes, l'exposition qui est subie à la publicité et cette exposition qui devient de plus en plus forte avec le développement massif des écrans lumineux. Et puis, le sujet du greenwashing, Valérie l'a cité, qui est loin d'être un problème résolu. Donc finalement, face à ce paysage, ou dans ce paysage économique, social et environnemental en profonde mutation, la fonction de communication doit évoluer vers une communication plus responsable. Et la définition qu'on donne dans le guide, c'est une communication qui est plus sensible aux enjeux écologiques, qui est davantage à l'écoute des habitants de notre planète, une communication qui s'interroge autant sur la manière de délivrer ces messages qu'à leur contenu, et une communication qui intègre également la notion d'urgence. En tant que professionnel de la communication et du marketing, vous êtes acteur de la nécessaire transition vers un mode de vie plus durable et plus juste, et vous avez différents leviers d'action. Donc ça va être l'ouverture aux parties prenantes, internes et externes de votre organisation. Ça va être de vous poser la question systématiquement de la pertinence et de l'efficacité de vos actions. Donc déjà se demander, est-ce que cette action est utile? Quels sont les objectifs poursuivis? Est-ce qu'il faut la maintenir telle qu'elle est ou est-ce qu'on peut la faire évoluer? De mettre en place des actions d'évaluation et de réduction des impacts avec une approche cycle de vie pour réduire le plus possible les impacts environnementaux et sociaux tout en maintenant l'efficacité des actions. Et, comme je l'ai dit juste avant, s'engager sur les messages, donc pour éviter le greenwashing, éviter de contribuer au développement, au déploiement de certains stéréotypes. On vous met ici quelques ressources qui viennent compléter celles qui ont été diffusées dans le chat. L'idée, c'est de pouvoir ensuite répondre à vos questions et de développer l'échange lors de la prochaine session du vendredi 16 avril. Je vous redonne la parole, Élodie. Merci, Mathieu. Je regardais les questions dans le chat. Est-ce que, Noélie, tu veux nous faire remonter des questions? Je crois qu'il y en a eu une sur les labels, notamment. En attendant, je peux répondre à la question de Marie Gaillard sur les risques réels à faire du greenwashing pour les marques. Oui. Alors aujourd'hui, on est essentiellement sur du risque d'atteinte à la notoriété et à l'image de la marque. Ça peut également être accusé de greenwashing, ça peut également créer des tensions en interne et écorner la marque employeur. Mais il est possible qu'avec la nouvelle loi climat et résilience, que le greenwashing soit considéré comme une pratique commerciale trompeuse et qu'il y ait des sanctions financières pouvant aller jusqu'à 80%, si j'ai bien lu,
de l'investissement publicitaire. Donc, il est possible que les contraintes soient davantage financières à l'avenir. Alors, on a une autre question aussi sur les labels. En fait, comment peut-on faire la différence entre les labels officiels et les labels non officiels créés par les marques? C'est une question de Véronique. Donc, vous avez donné un lien, Mathieu, pour répondre à cette question. Si vous pouviez nous faire une petite réponse un petit peu rapide. Oui, c'est clairement, comme le disait Valérie, les Français sont très attentifs à la présence de logos. Certains sont des vrais écolabels, d'autres sont des logos autodécernés par les entreprises, et c'est très difficile pour le consommateur de faire la différence. Donc, quand on travaille pour une organisation, il faut avoir conscience que certains labels sont mieux notés que d'autres, avec un cahier des charges strict, avec une évaluation, une certification par un organisme tiers, et que c'est de manière privilégiée qu'il faut utiliser ces labels-là. Alors, l'inconvénient, c'est que ces labels ont un coût qui peut être parfois élevé. Je ne sais pas si Valérie, tu veux compléter? Non, mais peut-être pour compléter, c'est vrai que la page que tu as donnée est particulièrement importante, hein, puisque nous avons fait un travail où on a passé à la loupe près d'une centaine de labels dans différentes catégories de produits et où on a mis en avant les labels qui obtenaient un niveau excellent ou très bon. Et donc, ça vous permet déjà de vous repérer sur ce lien et de définir si ce label, il fait partie des labels les meilleurs ou pas. Donc, moi, je vous conseille toujours de donner ce lien comme référence. Ensuite, vous voyez, dans le travail que l'on mène avec les régies publicitaires, eh bien, c'est sur la base, et notamment sur la base de ce document qui est en ligne, qu'on les invite à sélectionner les publicités portant sur des produits à moindre impact environnemental, de façon à ce qu'effectivement, ils puissent sélectionner disons, en relative quiétude ces produits. C'est assez intéressant de voir que de toute façon, on a une méconnaissance et donc là aussi besoin de former non seulement les citoyens, mais aussi les commerciaux des régies publicitaires sur cette question des labels environnementaux, encore une fois, pour pouvoir mieux mettre en avant les produits à moindre impact qui portent les labels les plus performants. Donc, c'est vrai que pour nous, la question des labels et des autodéclarations est à manier avec extrêmement de précaution et on encourage les marques à aller vers des labels qui sont reconnus plutôt que de créer et d'inventer des labels. D'ailleurs, avec Mathieu, quand on a fait le bilan ADEME ARPP, on a bien vu qu'on avait quand même une partie des manquements dans les publicités qui étaient liés à la création comment je vais appeler ça, de labels maison qui avaient une couleur gentiment verte et avec un certain nombre d'ornements pouvant ressembler à des feuilles. Et tout ça, ça contribue à être des pratiques qui trompent le consommateur quant à l'efficacité réelle ou pas, parce qu'il n'y a aucune façon de s'y retrouver pour le produit. Alors, on a une autre question qui est beaucoup plus générale, en fait, sur l'évolution du métier de communicant, alors en TPE ou PME, et comment, en fait, ce métier peut évoluer et comment le communicant, avec son rôle transverse, peut amener une entreprise, une organisation dans une démarche de RSE et amener à la faire évoluer. Thierry, tu veux réagir? Oui, peut-être Thierry, qui a une vision très globale du métier de communicant. Oui, je peux répondre. Le point en fait essentiel, c'est de s'apercevoir que quand on parle de communication responsable, là, on a beaucoup parlé de greenwashing, mais c'est un peu comme l'iceberg, quoi. C'est-à-dire, c'est à mon sens l'aspect le plus visible, mais pas forcément le plus impactant pour la réalité de ce que peut être la communication responsable. C'est-à-dire, on s'est beaucoup focalisé sur la question du contenu des messages, de la diffusion. Ce qu'on pense être, nous, vraiment, la communication responsable, c'est pas les messages. Et
choix à la question sur TPE ou PME, où le ticket d'accès à la publicité peut être très élevé, donc on n'en fait pas, donc on se sentirait peut-être un peu moins concerné. C'est pas le cas, parce que l'idée de ce qu'on appelle communication responsable, c'est vraiment travailler le plus en amont possible sur l'éco-socio-conception de nos supports, c'est-à-dire pourquoi tel type de support. Et puis c'est une démarche qu'on veut très globale. C'est-à-dire c'est aussi travailler sur nos fournisseurs, sur nos clients, c'est peut-être s'ouvrir au public dans des démarches de concertation, c'est faire de la co-construction d'actions de communication. Comme Mathieu l'a dit aussi, c'est travailler sur les stéréotypes, qu'est-ce qu'on projette à l'intérieur même de notre communication. Donc tout ça pour dire que la question du contenu, elle est une des facettes de la communication responsable, la plus visible, mais pas forcément peut-être la plus importante pour la réalité du métier. Après aussi, on sait que la difficulté pour beaucoup d'entre nous, enfin beaucoup de communicants, c'est, voilà, nous sommes convaincus que nous devons agir, mais comment fait-on par rapport à notre management et une hiérarchie qui se pose plein de questions. C'est aussi pour ça que j'ai commencé mon intervention en introduction pour dire, d'abord, vous n'avez pas le choix, quoi. Ça va vous arriver, donc autant anticiper les choses le plus en amont possible. Ça vous permettra de prendre une longueur d'avance parce que voilà, tout ce qui est allégation environnementale, affichage, etc., tout ça, ça va être de plus en plus mis dans la loi. On était sur de l'autorégulation. Là, on voit justement avec les débats issus de la Convention citoyenne que ça rentre à l'intérieur même du processus réglementaire, que ça va, si on s'y prépare pas dans des interdictions, plus un phénomène qui est aussi très important, c'est que d'après les calculs, alors il y a beaucoup d'études qui sont faites, c'est-à-dire que la partie image responsable à l'intérieur même de la réputation, de l'image globale de votre organisation, elle est juste fondamentale. Selon les calculs, l'image RSE, c'est entre 20 et 49% de l'image globale d'une organisation. Donc, ça veut dire que c'est juste gigantesque. Ça veut dire aussi que ça nous donne un levier d'action par rapport au management de nos organisations pour dire, en fait, tout ce qu'on fait pour une communication plus responsable, c'est aussi un levier de valeur pour notre entreprise. Donc, c'est-à-dire, il faut aussi rentrer dans les arguments économiques, financiers de nos managements pour leur montrer qu'ils ont tout intérêt à suivre notre démarche. Peut-être je veux bien compléter ce que vient de dire Thierry. C'est vrai que c'est un véritable levier de compétitivité et ça, c'est très intéressant de le regarder comme ça. On ne travaille pas assez les argumentaires autour de tout ça. Et de ce côté-là, les études récentes commencent très nettement à le démontrer, et ce, quel que soit le type d'organisation concernée. Aujourd'hui, on parle des entreprises, mais on devrait aussi parler de tout ce qui est collectivité territoriale. La communication responsable, c'est pas réservé simplement à ceux qui font de la communication en entreprise, mais bien à l'ensemble des communicants sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Chacun a un rôle à jouer qui est déterminant. D'où l'importance également de monter en compétences. Et puis, ça permet aussi, je trouve que, y compris en TPE, PME, de pouvoir reprendre sa place en tant que communicant, quelqu'un qui va pouvoir apporter aussi au niveau de la stratégie de l'entreprise. Alors certes, voilà, c'est à essayer de travailler avec, mais le dirigeant, de pouvoir l'amener aussi, s'il n'est pas convaincu au départ que cela va être bénéfique. C'est de toute façon des mouvements qui s'engagent non pas en claquant des doigts, mais je trouve qu'il y a un vrai potentiel. Après, ce que disait Thierry sur l'éco-socio-conception de nos supports, c'est là aussi un point important, et je pense qu'on y reviendra avec Mathieu la prochaine fois. C'est que véritablement, l'idée, c'est de couvrir l'ensemble des facettes de notre métier, le fameux 360 auquel on peut être confronté. Il y a des choses qui sont sur les éditions, bien évidemment sur les événements. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que depuis hier, on a remis en ligne et on a refondu intégralement l'outil ADER, qui aide les responsables d'événements à évaluer l'impact environnemental de leurs événements. On va avoir aussi un passage dans notre guide sur tout ce qui va concerner
les productions audiovisuelles, en plus de tout ce qui concerne, bien sûr, la publicité et le marketing. Donc, on voit bien que là-dessus, il y a quand même matière à agir. Et puis, la question du numérique, qui aujourd'hui est une question absolument centrale, parce que le numérique est loin d'avoir une empreinte immatérielle. Merci beaucoup, Valérie, pour ces réponses, ces compléments de réponse. Bon, vous l'avez bien dit, je pense que ça fera vraiment l'objet, là, tout ce qui concerne l'éco-conception et puis la conception des messages et des supports de manière éthique, sobre, peut-être également parler de certaines notions qu'on n'a pas encore eu le temps de voir aujourd'hui. Donc, dans le chat, vous avez vu passer à plusieurs reprises un lien pour que vous puissiez faire remonter vos questions. Certains ont commencé là, à le remplir, donc merci beaucoup. On va faire remonter toutes les questions que vous nous ferez passer via ce questionnaire aux conférenciers et on les retrouve vendredi 16 avril à la même heure pour qu'ils viennent répondre justement à ces questions. Donc, reconstruire une intervention ensemble qui soit davantage sur l'échange et vraiment répondre à des questions là, très concrètes sur des mises en œuvre pratiques dans vos structures. Donc, merci à vous d'avoir été là. Et au nom du Club de la communication, avant de se quitter, encore un grand merci aux 3 intervenants. Merci à M-Prod, notre partenaire technique, à EDF, notre partenaire financier, et sans oublier l'équipe organisatrice, Muriel, Noélie, Emeric, Isabelle, qui ont été à mes côtés pour organiser ce live. Donc, si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur clubdelacom.fr pour suivre l'actualité de notre événement. Et donc, on mettra le replay de cette vidéo là dans les jours qui arrivent. Merci à vous d'avoir été là. On s'était engagé sur un format court. On a 4 minutes de retard. On n'est pas trop mal. Merci beaucoup à vous et à très bientôt.